Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, nous, l'équipe de TTP Travel, nous sommes ravis pour vous présenter comment vendre le Vietnam authentique. Donc, avant de commencer, je voulais m'assurer que tout fonctionne bien au niveau technique. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que tout est OK au niveau du son? Bonjour Jean-Francis. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que je parle suffisamment fort? Est-ce que ma voix est OK? Impeccable. Parfait. Merci. Très bien. Le son est OK. Parfait. Bonjour Véronique. Eh bien, étant donné que tout est OK, je me permets de commencer maintenant la présentation. Donc aujourd'hui, nous sommes deux à présenter le Vietnam. Donc il y a Monsieur Tam, le fondateur de la société TTP Travel, et moi, Van Tai, je suis responsable du marketing et de la production. Donc, pour commencer, au niveau de l'organisation de la séance, donc on va diviser en deux parties. Donc, la première moitié, ce sera la présentation de notre agence. Je vais vous présenter rapidement le tourisme au Vietnam. Et puis, on va entrer dans le vif du sujet. Je vous donnerai des astuces pour bien vendre le Vietnam authentique. Ça va prendre à peu près 30 minutes. Et après, la deuxième moitié, ça sera pour les échanges questions-réponses. Bon, allons-y, c'est parti. Donc, au niveau de notre société, donc ça a été créé par Monsieur Tam. Donc, il a travaillé pendant de nombreuses années en tant que directeur commercial chez la compagnie Vietnam Airlines en Suède et en Finlande. Donc, c'est pendant ce travail-là qu'il a tissé des liens de partenariat avec des agences de voyage de nordiques. Et donc, il a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes une petite équipe basée à Hanoï, dans la capitale du Vietnam. Donc depuis la création en 1996, nous considérons comme une équipe comme les tailleurs de voyage sur mesure. Donc nous travaillons chaque devis aussi vraiment au ciseau à bois. Nous prêtons beaucoup d'attention aux détails. Euh, et donc, nous sommes vraiment une entreprise 100% familiale. Il y a quatre associés. Donc, il y a Monsieur Tam, le fondateur, avec ses trois enfants. Au niveau de nos clients, sans surprise, nos clients historiques, ce sont des Européens du Nord et la partie anglophone représente la vaste majorité de nos clients. Nous travaillons essentiellement en B2B, donc nos clients sont des agences de voyage et les tour opérateurs. Au niveau de la partie francophone, nous avons lancé le marché officiellement en 2014. Donc, depuis quelques années, ça se développe tranquillement. Et aujourd'hui, cela représente à peu près un quart du volume des voyageurs. Donc, encore une fois, nos clients francophones sont essentiellement des agences de voyage de petite taille et ce sont plutôt des agences de voyage spécialistes, soit dans les voyages sur mesure, soit dans les voyages thématiques. Et donc, en quoi nous sommes différents? Donc, d'abord, nous sommes une entreprise 100% vietnamienne. Donc, et nous avons tous grandi en tant que Vietnamiens.
nous nous considérons comme les passeurs de culture authentique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un constat, c'est que nous avons l'impression qu'il y a un phénomène de folklorisation de la culture vietnamienne à travers des voyages trop standardisés. On a l'impression que les gens viennent au Vietnam et ils découvrent plutôt la façade touristique du Vietnam. Donc, c'est plutôt un Vietnam folklorique. Donc, notre mission, c'est de plonger les voyageurs plus en profondeur pour découvrir le Vietnam plus authentique. Donc, comme vous pouvez voir ici, ce que nous souhaitons de faire, c'est vraiment de plonger les voyageurs en profondeur, proposer une découverte en profondeur. Et pour ce faire, nous nous appuyons sur les 5 piliers. D'abord, nous proposons systématiquement des rencontres humaines dans chacun de nos voyages. Nous proposons des expériences immersives auprès des communautés locales. Nous mettons en avant certains traits culturels qui sont jusqu'à maintenant ignorés dans les voyages. Je vous cite quelques exemples. Par exemple, le patrimoine historique du Vietnam. Nous proposons les voyages mémoire destinés aux vétérans américains qui ont fait la guerre au Vietnam. Nous proposons les voyages gastronomiques destinés aux chefs cuisiniers qui viennent au Vietnam pour trouver des inspirations. Nous proposons des voyages de bien-être axés sur des séances en lien avec la médecine vietnamienne. Donc, nous proposons des ateliers de réflexologie faciale, des séances de tai chi, des séances de méditation ou alors les retraites dans les monastères bouddhistes. Donc, ce sont vraiment des thématiques moins répandues dans le marché. Donc, vraiment, et cela requiert vraiment une forte dose d'innovation de notre part. Nous sommes vraiment défenseurs de la culture vietnamienne vivante, donc nous soutenons des initiatives locales, nous proposons des ateliers qui favorisent l'artisanat dans les voyages. Et puis le 5e pilier, nous possédons notre propre blog qui s'appelle Vietnam en profondeur. Donc, vous tapez sur Google, vous allez trouver facilement. Et donc, via ce blog, nous partageons des informations qui proviennent souvent des sources vietnamiennes et qui ne sont pas forcément partagées à l'étranger. Et en plus de ça, nous partageons également des articles qui mènent des réflexions assez poussées en matière de tourisme durable au Vietnam. Donc, je vous invite vivement à consulter notre blog. Voilà, donc c'est ça en quoi nous sommes différents. Maintenant, je vais vous présenter un peu vraiment un portrait, un panorama sur le tourisme du Vietnam, surtout dans le marché francophone. Comme vous pouvez voir, chaque année, dans les chiffres en 2017, le Vietnam a reçu 8 millions de touristes. Et au niveau du marché francophone, on a eu à peu près 350 000. Donc ici, la France est placée presque dans les top 10. On voit que au cours des 20 dernières années, il y a une hausse assez graduelle et durable par rapport au marché francophone. Donc, ça prouve que le Vietnam est une très bonne destination, une valeur sûre pour les voyageurs francophones. Et donc, il y a certains facteurs qui attirent l'attention, qui attirent vraiment ces clients-là. Et maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Je vous donnerai les 7 astuces pour convaincre vos clients de voyager au Vietnam. Dans le vif du sujet maintenant. Alors, le premier argument, c'est que le Vietnam est un pays très facile d'accès. Comme vous pouvez voir, au niveau international, il y a plein de vols qui relient le Vietnam et l'Europe. Donc, soit vous prenez le vol direct opéré par Vietnam Airlines et Air France au départ de Paris. Il y a des vols directs, des vols quotidiens qui prend à peu près, ça va prendre environ 11 heures pour aller au Vietnam. Vous avez aussi des vols directs au départ de Londres et de Francfort. À part ça, vous avez des autres alternatives, des escales via les pays du Golfe ou via des grosses villes en Asie du Sud-Est telles que Bangkok, Singapour et Kuala Lumpur. Donc, vous avez vraiment de très bonnes connexions aériennes pour aller au Vietnam. Non seulement c'est facile de joindre le Vietnam via l'international, pour se déplacer à l'intérieur du pays, c'est aussi très facile. Comme vous pouvez voir ici,
Au Vietnam, aujourd'hui, on a une vingtaine d'aéroports desservis par les 4 compagnies vietnamiennes. Il y a compagnie nationale, Vietnam Airlines, et vous avez aussi des compagnies low cost, à l'image de Ryanair ou EasyJet en Europe. Vous avez Vietjet Air, Jetstar, et bientôt en octobre, on a prévu le premier décollage de la compagnie Bamboo Airways. Donc, ces 4 compagnies vietnamiennes partagent le gâteau. Ils proposent énormément de vols à l'intérieur du pays. Ici, il y a 4 villes d'étape, 4 aéroports les plus couramment utilisés et qui vont servir à la base pour bâtir votre voyage sur mesure. Donc, il y a Hanoï, il y a Hue, il y a Da Nang et il y a Ho Chi Minh Ville. Voilà. Donc, à part ce réseau aérien avec une densité de vol impressionnante, vous avez également le réseau ferroviaire qui longe tout le Vietnam du nord au sud. Donc, pour bâtir le voyage sur mesure, vous pouvez combiner les deux, une partie en avion et une partie en train. Donc ça, c'est au niveau de l'accessibilité. Au niveau logistique, c'est très facile à organiser un voyage au Vietnam. Maintenant, le deuxième argument, c'est au niveau visa. Depuis quelques années, le gouvernement vietnamien met en place une politique très favorable aux Européens. Et donc, d'abord, il faut parler de 2014 déjà. Le gouvernement a pour la première fois initié la politique d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports français. Donc, ça a vraiment boosté les arrivées françaises au Vietnam. On a enregistré une hausse de 20 ou 30 000 de voyageurs de plus chaque année. Mais dans cette période de 2014-2018, le gouvernement a renouvelé une fois par an cette politique-là. Et donc, suite à beaucoup d'efforts des réceptifs, on a réussi à convaincre le gouvernement à prolonger d'emblée 3 ans à partir de 2018. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette période-là. À partir de cette année, on maintient cette exemption de visa, mais ça va durer jusqu'à 3 ans au lieu d'un an chaque année comme ça. Donc vraiment, c'est très favorable et c'est une très bonne opportunité pour nous de convaincre les voyageurs de voyager au Vietnam. Il faut savoir que là, si vous avez besoin de visa, ben, ça coûte quand même de l'argent. Si vous faites le visa auprès de l'ambassade du Vietnam, ça vous coûte quand même dans les 80 euros. Et si vous faites le visa à l'arrivée, ça vous coûte quand même dans les trentaines d'euros à payer à l'arrivée. Donc, ça vaut quand même le coup, là, si on n'a pas besoin de visa pour un séjour de 15 jours au Vietnam, ce qui représente quand même la moyenne d'un voyage classique au Vietnam, eh bien, ça vaut le coup. Donc, le Vietnam est vraiment une très bonne destination pour voyager. Voilà. Le troisième argument, c'est au niveau de la période à partir. Donc, le Vietnam se visite pratiquement toute l'année. Il n'y a pas forcément une mauvaise période pour voyager au Vietnam. Comme vous pouvez voir ici, il faut savoir que le Vietnam s'étire en longueur du nord au sud. Donc, nous avons des microclimats, des microclimats régionaux. Donc, pour la partie centre et sud, souvent, il y a 2 saisons distinctes, la saison sèche et la saison de pluie. Par contre, dans le nord, le climat, c'est un peu comme en Europe, vous avez 4 saisons distinctes. Voilà. Juste pour une question à vous poser là, à ce sujet, est-ce qu'il y en a qui envoient souvent les clients au Vietnam pendant la période d'été? Ça veut dire entre mai et septembre. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà envoyé des clients au Vietnam en été? Non, d'accord. Et est-ce que je peux savoir, est-ce qu'il y a des raisons qui expliquent la raison pour laquelle vous n'envoyez pas des clients en été? Est-ce que c'est plutôt vous qui ont fait le choix ou est-ce que ce sont les clients qui ont fait le choix? D'accord? Les deux. Très bien.
OK, très bien, super. OK, très bien, parfait. Bon, effectivement, comme vous pouvez voir ici dans le tableau, au niveau, si on fait vraiment la combinaison de toutes les religions au Vietnam, parce qu'en général, les gens vont au Vietnam pour visiter tout le pays, hein. Donc, si on combine toutes les régions, eh bien, la meilleure période pour partir au Vietnam est effectivement, ça se situe entre octobre et avril. Effectivement, donc en été, dans certaines régions, bon, au sud, c'est la saison de pluie et au nord, il pleut pas mal, surtout en juillet et en août. Donc, effectivement, c'est la question de pluie qui pourrait décourager certains voyageurs à venir au Vietnam. Mais nous, vous savez, parfois, il y a des clients qui posent leur congé. Ils ont déjà des décisions assez arrêtées sur la période de départ. Et comment on fait pour convaincre les clients s'ils décident de venir au Vietnam en été? Eh bien, c'est pour cela que je vous invite à mobiliser quelques outils pour discuter avec vos clients. Donc, certes, venir au Vietnam, bon, il peut pleuvoir, mais vous pouvez, pour compenser cela, vous pouvez utiliser un autre outil, c'est le calendrier culturel. Donc, vous pouvez combiner les deux. Effectivement, en été, il pleut, mais il faut savoir que en été, c'est aussi la période où les activités agricoles tournent en plein régime et donc, ça favorise vraiment l'immersion culturelle et c'est ce que nous souhaitons faire hein, pour vraiment vous plonger dans la culture vietnamienne en profondeur et même pourquoi pas, vous pourrez vous plonger dans la vie agricole. Donc, juin, juillet, même s'il pleut, mais il faut savoir aussi que surtout là, pour la partie centre et sud, le centre là, il ne pleut pas autant que ça. Et dans le sud, à l'image de la Thaïlande, il pleut, mais il ne pleut pas tous les jours, il pleut un seul coup et après ça s'arrête et puis le soleil revient. C'est pas la pluie qui continue éternellement chaque jour. Voilà. Et bon, pour compenser cela aussi, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne cherchent pas forcément le soleil et les bronzages. Il y en a qui cherchent aussi l'immersion culturelle, qui cherchent la proximité avec la population locale. Donc l'été, c'est une très bonne occasion pour tout ce qui est hébergement chez l'habitant, immersion au sein des communautés locales. Et comme ça, vous aurez des possibilités de participer au quotidien des habitants. Donc ça, c'est vraiment un argument pour vendre Vietnam en été. À part cela, nous avons aussi des autres événements pendant l'année que vous pouvez utiliser. Par exemple, le mois de décembre, il y a le Noël. Donc, pourquoi pas venir au Vietnam pour vivre l'ambiance du Noël. C'est sympathique. Il y a aussi le Nouvel An vietnamien qui est situé à cheval entre janvier et février. C'est vraiment une occasion unique de vivre l'expérience vietnamienne. C'est vraiment la plus grosse fête traditionnelle au Vietnam. Donc souvent, nous, on propose des expériences comme on vous apprend à fabriquer le bánh chưng, par exemple, le gâteau symbolique du Tết du Nouvel An vietnamien. On vous apprend, on vous initie à la calligraphie vietnamienne. Il y a lors de cette fête, il y a beaucoup de Vietnamiens qui achètent des estampes en calligraphie pour décorer leur maison. Donc pourquoi pas, ben, on apprend à réaliser une calligraphie par soi-même. Vous avez aussi la possibilité de visiter les marchés fleuristes et vous avez la possibilité aussi de vous rendre visite chez l'habitant comme la tradition se doit. Les Vietnamiens se visitent pour solliciter la chance. Donc, c'est vraiment le Nouvel An, c'est une bonne occasion pour cela. Après, dans la période entre mars et avril, et c'est la période des fêtes de village, de nombreuses fêtes, hein. Il y a les fêtes de village, vous avez aussi le pèlerinage. Donc, c'est une très bonne occasion de se fondre dans la masse. Donc, pourquoi pas, on propose des activités comme visite des temples, visite des pagodes, tout en ayant des échanges privilégiés avec des habitants. Voilà. En plus de cet outil-là, vous pouvez aussi mobiliser l'outil saisonnalité. Ici, je vous mets un tableau. Donc ici, il y a puisque la meilleure période c'est situé entre octobre et avril, bah, c'est aussi la haute saison touristique. C'est là où il y a plus de touristes qui viennent au Vietnam. Donc, pour ceux qui cherchent à éviter le tourisme, pourquoi pas venir au Vietnam en été?
Donc, vous avez bien la partie bleue, la partie verte, pardon. Et puis en été, c'est aussi les tarifs qui sont moins chers, un peu moins chers. Donc pour ceux qui cherchent des aubaines, ceux qui sont plus sensibles au prix, mais pourquoi pas venir au Vietnam en été, c'est le prix est plus attractif. Et puis aussi au niveau de la disponibilité des guides francophones, il faut savoir qu'aujourd'hui la francophonie se perd en vitesse au Vietnam, donc il y a de moins en moins de guides francophones. Donc du coup, cela explique pourquoi dans la haute saison touristique, c'est assez compliqué à trouver les guides francophones. Donc venir au Vietnam en été, cela veut dire que vous avez plus de chances d'avoir des guides de qualité. Voilà, donc il y a tous ces outils-là que vous pouvez mobiliser pour discuter avec vos clients. Maintenant, le quatrième argument, c'est au niveau de la diversité des paysages. Au Vietnam, il faut savoir que, étant donné que le Vietnam s'étire en longueur du nord au sud, on est face à la mer et derrière nous, vous avez beaucoup de montagnes. Cela explique pourquoi nous avons vraiment une diversité de paysages. Parmi ces sites-là, je vous donne vraiment quelques icônes touristiques. Vous avez le tourisme urbain. Donc, toujours les 4 villes d'étape. Vous avez Hanoï, la capitale. Vous avez Hue, l'ancienne cité impériale. Donc, vous avez beaucoup de patrimoine classé par l'UNESCO. Vous avez la vieille ville de Hoi An, donc l'ancien port parmi les plus importants en Asie Sud-Est au XVIIe siècle. Donc, il y a la vieille ville qui est aussi classée par l'UNESCO. Vous avez Ho Chi Minh Ville au sud qui est surnommée la perle d'Orient pendant la période coloniale. Donc ça, vous avez le tourisme urbain. Vous avez les rizières en terrasse. Le plus connu, c'est Sapa, qui se trouve ici. Mais vous avez aussi les autres rizières en terrasse qui sont dispersées tout au long de la frontière sino-vietnamienne. Vous avez des lacs, comme le lac Thác Bạt ici, et le lac Ba Bê. Donc, vous avez la possibilité de faire des balades en bateau ou alors de la randonnée à l'intérieur de ces lacs-là. Vous avez le numéro 1 touristique au Vietnam, la baie d'Along, qui se trouve ici, avec ses formations karstiques. Vous avez la grotte souterraine de Phong Nha, qui est également classée par l'UNESCO. Pour l'instant, c'est la grotte souterraine la plus longue au monde. Pour l'instant, c'est vraiment le record au niveau de la longueur souterraine. Vous avez des plages, bien évidemment, parce que nous avons une côte très très longue. Donc, la plupart des belles plages se trouvent dans la moitié sud du Vietnam. Par exemple, vous avez Nha Trang ici, vous avez l'île de Phu Quoc ici, et puis vous avez l'île de Con Đà, qui est cachée ici, mais qui se trouve en mer. Vous avez la plage. Vous avez des dunes, étonnant. Dans un pays petit comme le Vietnam, vous avez des dunes, des Mui Né qui ressemblent à un Sahara de petit format. Et puis, finalement, vous avez le delta du Mekong avec une végétation luxuriante. L'intérêt de cette région, c'est le mode de vie des habitants. Sur l'eau, vous avez vraiment un système d'arroyos très dense et vous avez les forêts de cocotiers et vous avez des marchés flottants qui se trouvent ici, à Cần Thơ. Voilà, donc c'est juste pour vous expliquer à tel point on a une diversité de paysages au Vietnam. Et en général, les gens, en espace de 2 semaines, 3 semaines, vous avez la possibilité de découvrir toutes ces choses-là. Ce qui nous amène à l'argument suivant, c'est l'argument 5. L'argument 4, pardon. Toujours, ici, comment on peut capter l'essentiel de cette diversité à travers les voyages classiques? Grosso modo, les gens font un voyage de 2 semaines au Vietnam pour parcourir du nord au sud. Donc, en général, les 2 semaines, ça touche les 4 villes d'étape à peu près. Vous avez Hanoï, vous avez la baie d'Along terrestre, Ninh Binh, vous faites la croisière dans la baie d'Along, on enchaîne le trio UNESCO avec beaucoup de patrimoine monumentaux au centre. Par la suite, on enchaîne le sud pour la raison principale, c'est de visiter le delta du Mekong. Et le tout, cela prend environ 2 semaines. Pour ceux qui ont plus de temps, on fait une extension, soit une escapade
dans la région au nord, à Sapa, pour la raison principale, c'est de voir des résidents en terrasse et de rencontrer des ethnies minoritaires ici. Ou alors, on fait une extension balnéaire à la fin du circuit. En général, il y en a 4. Le plus souvent, au départ de Saigon, on prend l'avion pour rejoindre l'île Phuket, l'île Condao ou Nha Trang. Ou alors, on prend une voiture pour aller à Mouinet. Ce sont vraiment les 4 stations balnéaires les plus courantes. Donc ça, c'est vraiment pour les voyages classiques. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui est proposé actuellement sur le marché. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est peut-être de proposer des alternatives. Pourquoi? Parce que vous savez, ici, aujourd'hui, on a un effet de surtourisme. On entend beaucoup parler de ça. Bien, au Vietnam, on fait partie de ce mouvement. Au Vietnam, il y a pas mal d'endroits qui sont vraiment surfréquentés. Dans le nord, vous avez la baie d'Along, qui est très surfréquentée. Vous avez Sapa. Et dans le sud, vous avez le delta du Mekong et des stations de balnéaires telles que Nha Trang et Phu Quoc. Là-bas, non seulement le nombre de touristes est vraiment très élevé, mais en plus de ça, vous avez pas mal de chantiers bétonnés. Il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de constructions et ça dénature le paysage. Et face à cela, nous, en tant que Vietnamiens, on se dit, bah, peut-être pour vraiment éviter les effets négatifs sur ces endroits-là, bah, il vaut mieux peut-être dévier, bah, encourager les voyageurs de visiter d'autres choses. C'est pour ça qu'on se permet de proposer des alternatives. Donc, quelles sont-elles? Alors, à la place de Sapa, ici, on pourrait proposer la réserve de Puluang, qui possède plus ou moins le paysage similaire. Ici, vous pouvez aussi voir des résidents en terrasse, vous pouvez aussi rencontrer des ethnies minoritaires. C'est l'intérêt de cette réserve. À la place de la baie d'Alang, qui est vraiment très fréquentée et très polluée, bah pourquoi pas, on peut proposer l'île de Cat Ba, qui est vraiment accolée à la baie d'Alang, qui se trouve au sud de la baie d'Alang. Là-bas, il y a moins de touristes, le paysage est identique et c'est plus authentique. Là-bas, on a encore des villages de pêcheurs, alors que dans la baie d'Alang, les villages de pêcheurs ont été supprimés en 2014. On propose également une déviation vers la province de Nam Dinh, le tourisme communautaire, pourquoi pas, passer la nuit chez l'habitant là-bas pour découvrir la vie risicole. Et au sud, on a une autre possibilité de découvrir le delta du Mekong. Ça veut dire qu'au lieu de faire toujours cette route-là, pourquoi pas, on prend une extension, on prend plus de temps pour visiter des endroits moins fréquentés dans le delta du Mekong. Ici, vous pouvez voir que nous, on ne met pas forcément en avant des plages. Parce que bon, quand on pense à la plage, par rapport à la Thaïlande, le Vietnam n'est pas forcément la première destination balnéaire. Donc nous, c'est vraiment, on met pas forcément en avant les plages en avant. C'est plutôt la partie terrestre du Vietnam qui vous dévoile vraiment son authenticité. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez combiner les deux, hein, rien ne vous empêche. Donc, tout dépend du client. Si le client souhaite un voyage classique, ben, on propose tel quel à gauche. Si le client souhaite des activités plus inédites, plus atypiques, ben, dans ce cas-là, on propose le Vietnam autrement. L'argument 5, ben, le Vietnam est connu pour sa gastronomie. Donc, mais nous, on va au-delà des plats. Souvent, les gens vont au Vietnam pour déguster des spécialités régionales. Comme vous pouvez voir ici, on a une diversité de plats dans chaque région. Mais nous, on va au-delà de ça. Parce que bah, la gastronomie, c'est pas le simple fait d'aller au restaurant pour manger des spécialités, mais aussi de vivre des expériences immersives. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui font des voyages en B&B, hein, vraiment en plan de repas minimal. Donc, comment on fait pour mettre en avant notre patrimoine culinaire? Eh bien, en ce cas-là, nous, on propose des activités immersives. Je vous donne quelques exemples. La balade culinaire pour découvrir la cuisine de rue. Ou alors, fréquenter les échoppes pour découvrir la culture de bia hơi au Vietnam, l'équivalent de tapas espagnol. Manger chez l'habitant pour découvrir les us et coutumes autour de la table. Prendre des cours de cuisine
découvrir, visiter une usine de café ou découvrir la culture de café au Vietnam, ou alors échanger avec des moines dans une pagode pour découvrir la cuisine végétarienne. Donc, ce sont que quelques exemples qui mettent en avant vraiment le patrimoine culinaire du pays, de façon. Donc, les gens s'impliquent, hein, les voyageurs s'impliquent au lieu de manger bêtement dans les restaurants réservés aux touristes. Donc, ça, c'est vraiment une autre approche de visiter le pays, de découvrir son patrimoine gastronomique. L'argument 6, eh bien, ça, c'est vraiment notre cœur de métier, notre mission. Vous voyez qu'aujourd'hui, à l'ère de la technologie, avec tout ce qui est Airbnb et TripAdvisor, eh ben, les voyageurs avertis peuvent très bien visiter le pays seuls. Ils peuvent très bien organiser seuls leur voyage. Et ils enchaînent des monuments, ils visitent le pays. Mais il faut savoir que ce qu'ils visitent, dans notre sens, c'est plutôt dans un état d'observation. Ils sont encore situés ici, dans la partie émergée de l'iceberg. Ils découvrent plutôt une façade du Vietnam, mais pas forcément en profondeur. Pourquoi? Parce que, à cause de la barrière de la langue, à cause de la barrière culturelle, beaucoup de voyageurs n'arrivent pas à entrer en contact avec la population locale. Et c'est pour ça que notre valeur ajoutée, c'est de favoriser justement ces échanges-là via nos guides francophones et via notre répertoire de contacts humains. Et c'est ça notre force. En tant que Vietnamiens, c'est plus facile pour nous de dénicher des contacts que nous détenons, que nous avons vraiment en exclusivité ces contacts-là et que nous allons partager ces contacts humains-là avec vous. Donc, nous, ce que nous proposons, ce sont ces trois choses. Nous invitons les gens à plonger vraiment en profondeur pour découvrir le Vietnam authentique. Donc, nous proposons trois types de rencontres. Soit des rencontres improvisées, des échanges simples qui durent 1 heure ou quelques minutes, soit l'apprentissage. Comme si on revient à tout à l'heure, nous sommes défenseurs de la culture vivante. Donc, nous soutenons vraiment la préservation de l'art et de l'artisanat. Donc, via l'apprentissage, vous apprenez quelque chose dans la culture vietnamienne, par exemple, les ateliers de cuisine, la calligraphie, l'art de thé, des choses comme ça. En échange, donc on a toujours des échanges privilégiés avec la population locale via cet apprentissage-là. Et le côté immersion, nous proposons, cela nécessite une unité chez l'habitant. Donc, nous proposons les séjours d'immersion chez l'habitant, souvent au sein des communautés locales, surtout ça touche souvent des régions éloignées. Donc, nous, on propose plutôt ces trois types de rencontres-là. Donc, notre force, c'est que nous avons vraiment une espèce de page jaune des contacts humains personnalisables, thématisés, en fonction de ce que vous souhaitez, vous discutez avec vos clients, ce qu'ils souhaitent comme type de rencontre, nous, on va proposer une solution adaptée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau chez nous. Voilà, donc ça, c'est au niveau des rencontres humaines. Les rencontres humaines, c'est vraiment la force du Vietnam. Il y en a pléthore. Quitte à savoir déterminer quel type de rencontre humaine qu'on souhaite avoir. Maintenant, le dernier argument, l'argument 7, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère du voyage sur mesure, ce n'est plus le Vietnam qui propose ce qu'il a aux voyageurs, mais c'est le Vietnam qui s'adapte aux voyageurs. Donc nous, aujourd'hui, en fonction des multiples profils clients, eh bien, le Vietnam peut proposer des thématiques très variées. Donc, en fonction des types famille, voyage de noces à deux, entre filles, l'âme aventurière, les gens épicuriens, en fonction de là. Donc, pour cela, il faut déjà débuter par un dialogue, hein, une étude en profondeur au niveau des attentes des clients. Et en fonction de cela, nous proposons à la fois des rencontres humaines adaptées à chaque profil, mais aussi des activités, des expériences immersives adaptées à chaque profil. Voilà, donc ça, c'est vraiment le Vietnam thématique, un Vietnam qui sait s'adapter au profil des voyageurs. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des astuces principales qui vous permettront de discuter, de dialoguer avec vos clients.
nous sommes conscients que dans un espace de 20 minutes, là, la présentation courte ne peut pas forcément vous donner la totalité des astuces. Donc, si vous avez des questions, sachez que vous avez toujours la possibilité de nous contacter. Ça nous fera vraiment un grand plaisir de vous aider dans la construction des voyages sur mesure. Et sachez que pour ceux qui n'arrivent pas à participer à cette séance, bien, la séance est enregistrée sous forme vidéo, donc vous pouvez toujours visualiser plus tard. Maintenant, pour la deuxième partie, on va entamer. Je vais laisser la place aux questions-réponses. Voilà, là aussi, vous avez des questions, mais n'hésitez pas à me poser. Alors, je vais prendre d'abord quelques questions. Est-ce qu'il y en a une question ici? Est-ce que vous avez des questions? Je vois que dans ce que j'ai reçu, parmi vous, il y en a qui ont déjà envoyé les clients au Vietnam, mais après, je ne sais pas quel type, quelle forme vous faites, quel type de voyage que vous proposez à vos clients. D'accord, j'ai une question. Alors, concernant le confort des trains, il y a eu des retours négatifs sur ça, confort des trains. Très bien, d'accord. Alors, au niveau des trains, tout dépend. Je vais revenir au tableau ici. Voilà, ici. Non, en haut, plus en haut, plus en haut. Ici. Oui, donc effectivement, il faut savoir que le train au Vietnam, certaines lignes, la qualité n'est pas homogène. Pour la partie ici, partie qui relie entre Hanoï et Sapa, c'est là où il y a plus de confort. Il faut savoir que la ligne ferroviaire au Vietnam appartient encore à l'État, hein, donc il n'y a que l'État qui gère ça. Et souvent, c'est des cabines à partager. On s'attend souvent à la qualité européenne dans les compartiments. Eh bien, au Vietnam, c'est pas le cas, surtout au niveau des toilettes. Surtout par la partie du nord au sud là. Et donc ça, c'est vraiment en détail. Ici, c'est vrai qu'en 20 minutes, je peux pas dévoiler. Mais effectivement, il y a un certain niveau de confort qui est assez limité et qui n'est pas forcément réservé à tout type de clientèle. Donc, c'est à nous de fournir ces informations-là en avant pour que les clients soient bien formés et puis soient préparés psychologiquement. Donc, effectivement, la plupart des trains, vous partagez dans une cabine de 4, souvent les 4 passagers, vous partagez la cabine avec les passagers et après, vous partagez les toilettes dans chaque wagon. Et là, effectivement, dans la plupart des trajets, les toilettes ne sont pas forcément 100% propres, à part quelques exceptions, comme sur cette ligne qui relie entre Hanoï et Lao Cai. Là, il y a spécifiquement sur cette ligne, il y a des compagnies privées qui exploitent cette ligne-là. Donc, sur cette ligne-là, vous avez la possibilité de louer des wagons où où le confort, le niveau de confort est supérieur. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Donc, tout dépend vraiment du tronçon. Et tout dépend. Mais c'est vrai que pour la partie train qui relie partie nord au sud, là, il y en a souvent qui prennent le train entre Hanoï et Hue. Effectivement, sur ce tronçon-là, moi-même, j'ai reçu des retours sur ça. C'est que là, surtout, c'est au niveau de la propreté des toilettes. Mais là, cette information-là, il faut donner en avance. Et certes, c'est pas réservé à tout type de clientèle. C'est plutôt pour les gens qui cherchent le côté authentique et qui acceptent le niveau de confort qui est passé forcément aux normes européennes. Est-ce que j'ai bien répondu à cette question? C'est la question de Christelle. Ça va, Christelle? Ok, parfait. Donc, vraiment, tout est la question de l'information. Si on fournit en avance suffisamment d'informations, à mon avis, les clients sont bien formés, ils sont bien préparés psychologiquement et ça va entraîner moins d'écart entre l'attente avant le départ et ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, c'est nous, notre travail, c'est de vous fournir ces informations-là. Alors, est-ce qu'il y a des endroits pour la plongée sous-marine? Oui, il y a des endroits pour la plongée sous-marine. Je vais revenir
au tableau des sites, ici. Alors, l'endroit le plus connu, c'est Nha Trang. Ici, se trouve ici. Là, ici. C'est vraiment l'endroit le plus utilisé pour les plongées. Vous avez la deuxième possibilité, c'est au large de Hoi An. Il y a une île qui s'appelle l'île de Cham, qui se trouve à 45 minutes en bateau. Vous partez de Hoi An, il y a des bateaux qui vous amènent à l'île de Cham. Donc ça, il y a un site de plongée. Et puis au sud, vous avez l'île de Phu Quoc, le troisième site de plongée. Mais le plus courant, c'est plutôt Nha Trang. Là-bas, vous avez beaucoup plus de possibilités. Il y a des compagnies qui sont très professionnelles là-dedans. Par contre, je vous préviens, Nha Trang est quand même une station balnéaire qui est très, très fréquentée. Non seulement c'est fréquenté par les touristes étrangers, mais aussi fréquenté par les vacanciers vietnamiens. Aujourd'hui, avec le fort pouvoir d'achat, il y a de plus en plus de vacanciers vietnamiens qui se rendent à Nha Trang pour la plongée également. Donc, il y a la question de flux touristique. Il faut faire attention à cela. Alors, la question suivante. Est-ce qu'on peut dormir chez les habitants également dans les villes ou seulement à la campagne? Eh bien, il y a les deux. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je dirais 80% de chances, c'est plutôt chez l'habitant à la campagne et 20% c'est dans les villes. Et pour l'instant, de notre côté, parmi les circuits chez l'habitant que nous proposons, pour l'instant, nous nous limitons plutôt dans la ville, je vous montre là, à Hanoï, dans les villes comme Hanoï et à Hoi An. C'est là où pour l'instant, et à Hue aussi, dans ces trois villes-là, nous avons nos contacts en ville pour passer la nuit chez l'habitant. À Saigon, nous n'avons pas encore de contact à Saigon pour passer la nuit chez l'habitant. Donc oui, pour répondre à votre question, vous avez la possibilité de passer la nuit chez l'habitant en ville. Alors, la question ensuite, je vais monter en haut. Est-ce que vous pouvez me dire s'il y a des événements, fêtes ou festivités autour desquels nous pouvons monter un voyage? Oui, définitivement. On va revenir au tableau ici, le calendrier culturel. Eh bien, le numéro 1, c'est le Nouvel An vietnamien, le Tết. Qui se trouve à cheval entre janvier et février. En fait, vous savez, chez nous, pour tout ce qui est les festivités, des choses comme ça, nous utilisons le calendrier lunaire qui change chaque année. C'est pour cela que la date fixe, la date précise pour le Nouvel An vietnamien change chaque année. Parce que là, de notre côté, on va vous fournir ce calendrier lunaire-là en comparaison avec le calendrier occidental pour bien organiser le voyage. Mais pour répondre à votre question, oui, on a toujours la possibilité d'organiser un voyage autour des événements. Le plus important, c'est le Nouvel An vietnamien dont j'avais évoqué tout à l'heure. Lors de cet événement-là, on vous apprend à fabriquer, confectionner le gâteau du Tết de Bánh Chưng, par exemple. On vous fait visiter le marché aux fleurs, parce que les Vietnamiens achètent les abricotiers et les pêchers pour décorer leur maison. On vous propose également un atelier de calligraphie vietnamienne. Les Vietnamiens achètent des estampes en calligraphie pour porter la bonne chance, pour décorer leur maison. Et puis, on vous propose également de vivre l'expérience, l'ambiance du Tết à la campagne. Donc, du coup, en ce voyage, on peut voir comment les Vietnamiens préparent leur Nouvel An en ville et à la campagne. Bon, et puis il y a des événements comme les pèlerinages, là, surtout entre mars et avril, il y a énormément de Vietnamiens qui fréquentent les pagodes vraiment massivement. Et ces sites-là ne sont pas forcément suggérés dans les voyages classiques.
Donc, nous, on va proposer ces visites-là. Donc, vous avez la possibilité de vous fondre la masse et de visiter ces paroles-là, ces sites sacrés-là. Et donc là, il faut bien, au niveau de la date, il faut bien caler la date, par contre. Donc, encore une fois, on va vous fournir le calendrier de 2019, comme ça, vous avez en avance. Dans telle période, vous avez la possibilité de monter en voyage autour des événements. Alors, il y a la question de Anne. Alors, Anne, est-ce qu'on peut proposer des immersions et des ateliers à des clients uniquement francophones? Ok, oui, bien sûr, parce que dans les immersions, les ateliers, nous, pour nos voyages, on propose systématiquement des guides francophones. Eux, ils sont là, non seulement ils sont là pour faciliter l'échange, ils sont là pour traduire, pour vous expliquer des points culturels, mais surtout ils sont là pour faciliter l'échange avec la population locale. Parce que vous savez que, comme ce que j'avais dit, la francophonie se perd au Vietnam, donc aujourd'hui au Vietnam, il y a de moins en moins de Vietnamiens francophones. Donc pour les ateliers, pour les immersions, c'est nécessaire d'utiliser le service de guidage francophone. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question, Anne? Très bien. Voilà. Bah, d'ailleurs, c'est notre force. Vous savez, encore une fois, si aujourd'hui, tout ce qui est Airbnb, bah, les gens peuvent très bien se passer de nous. Donc, du coup, pourquoi il faut appel à notre service? Parce que, bah, à cause de la barrière de la langue, la barrière culturelle, bah, souvent les gens se font rejeter par la population locale. Si on n'a pas de guide francophone, si on n'a pas quelqu'un qui facilite l'échange, bah, les voyageurs, ces voyageurs-là, même s'ils sont avertis, même s'ils sont technophiles, bah, ils se font rejeter par la population locale, pas rejeter dans le sens où il y a beaucoup d'habitants qui sont réticents, qui sont pas forcément disposés à accueillir les étrangers. Donc, si on a quelqu'un un Vietnamien, un guide, ben, ça assure quoi. Ça assure, donc du coup, ils sont plus disposés à recevoir les étrangers. Donc, il y a cette question-là, ben, c'est notre raison d'être. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Hmm, pas de problème, avec plaisir. Donc, encore une fois, je souligne encore, notre force distinctive, c'est la page jaune des rencontres humaines, thématisées. Donc, c'est vrai, tout dépend vraiment de votre dialogue. Quand vous débriefez avec vos clients, ben, il faut bien cerner leur profil. C'est quel profil? Donc, si un profil médecin, par exemple, je donne un exemple, hein, ben, pourquoi pas on propose une séance de réflexologie faciale ou alors une séance de massage. S'il s'agit de profil les voyages entre filles, parce que je tombe souvent, bah, pourquoi pas, bah, on va chez le tailleur vietnamien pour faire la tunique traditionnelle, le áo dài, et puis on va faire une pose de photo. Voilà, des choses comme ça. Si on tombe sur un profil qui est vraiment fan de la cuisine, bah, on propose un cours de cuisine chez l'habitant. Ou alors la balade culinaire, et puis on rencontre, on fait le tour des shops et puis on rencontre des patrons de ces échoppes-là, et pourquoi pas, bah, on peut éventuellement apprendre à fabriquer ces plats-là. Des plats qui ne sont jamais proposés à l'étranger, dans les restaurants vietnamiens ou asiatiques en Europe. Vous voyez? Donc, tout dépend vraiment du profil voyageur et en fonction de cela, nous proposons des rencontres humaines thématisées. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau que nous proposons. Y a-t-il d'autres questions? Parfait. Bah, de toute façon, n'hésitez pas. Je sais que sur le coup comme ça, bah, il n'y a pas forcément les questions qui vous reviennent en tête tout de suite, là, mais n'hésitez pas à revenir vers nous plus tard. Et puis, au fur et à mesure, on va vous fournir vraiment d'autres outils intéressants. Et comme ça, bah, vous allez vous serez vraiment bien suffisamment outillé pour bien
conseiller vos clients. Avec plaisir, Anne. Vous savez, non seulement la vidéo enregistrée, vous pouvez visualiser plus tard, et après, il y a le fichier PowerPoint. Vous pouvez aussi recevoir ce fichier PowerPoint. Hmm. Avec plaisir. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. J'espère que vous allez bientôt booster les demandes vers le Vietnam et ça nous fera vraiment plaisir de vous aider là-dessus. À bientôt.